Alors l'ultimatum est jugé inacceptable par Moscou. Kiev et ses alliés somment donc Vladimir Poutine d'accepter un cessez-le-feu de 30 jours avant des négociations. Une attitude intolérable selon donc le Kremlin et son porte-parole. On l'écoute. Le langage des ultimatums est inacceptable pour la Russie. Il ne lui convient pas. On ne peut pas s'adresser à la Russie dans un tel langage. On en discute tout de suite avec nos experts. Elisabeth Martichoux, éditorialiste LCI. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour également à Aline Lebaille-Crémer. Vous êtes journaliste et co-fondatrice du collectif Stand with Ukraine. Avec nous également donc le professeur en relations internationales Ronald Hatto. Bonjour. Bonjour. Et puis donc le colonel Song Junger. C'est ça, je prononce peut-être mal votre nom. Pierre Le Yang. C'est un nom vraiment tellement hollandais que c'est... Pardonnez-moi, je ne l'écorcherai plus. Non, vous inquiétez pas. Première réaction, s'il vous plaît, Ronald Hatto. Oui. Quand on entend cette prise de position du Kremlin, finalement, ils ne sont prêts à rien concéder? Déjà, le fait de dire qu'on ne peut pas parler comme cela à la Russie, alors que c'est la Russie qui est l'agresseur depuis 2022... Je trouve que c'est un peu prétentieux de la part du gouvernement russe, mais je ne crois pas que les Russes soient prêts à céder sur un grand nombre de points. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Zelensky lui-même est prêt à rencontrer Poutine en personne à Istanbul. Donc il y a beaucoup de bonne volonté de la part de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux, mais du côté russe, reste à voir si justement Poutine acceptera de rencontrer Zelensky en personne à Istanbul. Alors justement, on va aller tout de suite à Moscou rejoindre notre correspondant Jérôme Garraud. Bonjour Jérôme. Finalement, il y a le spectre derrière tout ce mécontentement de sanctions qui pourraient toucher la Russie. Oui, vous savez, c'est un petit peu le jeu depuis 3 ans des autorités russes que de chercher, de trouver des chemins de traverse. Mais vous savez, quand on est en Russie, quand on vit dans ce pays, on vit déjà dans l'un des pays les plus sanctionnés du monde, hein, peut-être avec l'Iran. Alors certes, vous avez les prix de certains produits de tous les jours qui ont augmenté, il y a de l'inflation, les taux d'intérêt sont également très élevés, mais dans l'ensemble, la vie quotidienne reste très supportable. Pour l'instant, on sait que ce sont des sanctions cumulatives. Les Européens ont été relativement flous sur la nature des nouvelles sanctions qui pourraient faire piller la Russie, mais dans tous les cas, on ne voit pas vraiment comment le Kremlin pourrait céder à un ultimatum et courber les chines sous la menace. Je regardais un petit peu, puisqu'on parle du cessez-le-feu, les dépêches d'agences russes, les médias. Je regardais aussi la télévision à midi, la première chaîne, pour voir les actualités de la mi-journée. Et on ne parle pas tout de suite, on ne titre pas sur les négociations en Turquie. Ce dont parle la télévision russe, ce sont les récents succès, hier, ce matin, de l'armée russe en Ukraine. On parle des combats avec tel village repris, tel matériel ukrainien capturé ou détruit. Donc vous voyez, là, en tout cas, on a plutôt l'impression que les Russes font fi de cette exigence ukrainienne. Merci beaucoup, Jérôme Garraud, en direct donc de Moscou. Alors finalement, colonel, quand on regarde ce qui se passe actuellement, est-ce qu'il y a une possibilité finalement que les Russes écoutent ce qui se passe et puis donc évitent finalement je vais y arriver, que les Russes évitent finalement d'avoir ces sanctions et viennent à la table des négociations? Enfin, à mon avis, vous savez qu'on en est au 16e train de sanctions voté par les Européens en mars 2025. Là, ce serait le 17e train de sanctions, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a qu'un seul point qui peut tracasser les Russes, c'est les problèmes d'achat de pétrole. C'est le seul domaine dans lequel, et là, il faut les Américains avec nous. Donc encore une fois, on peut faire les trains de sanctions à l'infini, ça ne change pas grand-chose. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est le fait que les Russes, comme les Ukrainiens, accepteraient de discuter. Alors, j'ai pas dit que c'était Poutine, parce que pour l'instant, c'est pas calé, mais accepteraient de discuter en Turquie. Donc c'est ça la grande nouveauté. C'est pas les trains de sanctions, la grande nouveauté, c'est le fait que les Russes accepteraient, je dis bien, d'entamer des négociations avec les Ukrainiens, et que les Ukrainiens seraient plutôt d'accord. Ce qui veut dire quoi? C'est que la cible indirecte de tout ça, ce sont les Européens. Parce que nous, on avait lancé tout un plan nouveau à Kiev il y a quelques jours, et en fait, Poutine a asséché ce plan. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on ne parle plus que du plan potentiel qui aurait mis en place par les Turcs en Turquie
entre les Russes et les Ukrainiens, on parle quasiment plus du plan européen. Donc on voit que c'est un jeu politique un peu trouble dans lequel, quelque part, Poutine récupère la mise. Il y a un jeu politique où peut-être Vladimir Poutine récupère la mise. On va justement aller voir notre journaliste, un journaliste qui est donc russe et qui va finalement, Sergueï Parkhomov, nous indiquer ce qui se passe actuellement. Comment c'est perçu ces possibles trains de sanctions? Si vous demandez comment c'est perçu en Russie, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas des Russes en général qui aient aperçu quoi que ce soit tous de même façon. Les Russes sont différents. Il y a ceux qui sont contents, il y a ceux qui ne sont pas contents. Mais de toute façon, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est cette position de Vladimir Zelensky qui a mis son adversaire Vladimir Poutine dans la situation assez difficile en disant qu'il lui attend là à Istanbul. À mon avis, c'est absolument inimaginable que Poutine se rend là pour commencer les négociations directes, surtout parce que c'est une personne très lâche, c'est une personne absolument affolée des questions de sa propre sécurité, et donc à mon avis c'est absolument pas possible. Alors Aline Le Bailly-Kramer, on vous a entendu et on reviendra dans quelques instants vers vous. Aline Le Bailly-Kramer, donc vous êtes journaliste et cofondatrice, je le rappelle, du collectif Stand with Ukraine. Comment ces sanctions qui finalement pourraient être mises en place et par les Ukrainiens et par leurs alliés, comment c'est perçu aussi du côté des Ukrainiens? Qu'est-ce qu'on attend de tout ça? Du côté des Ukrainiens, c'est un combat de longue haleine pour qu'elle soit enfin à la hauteur de ce qu'ils attendent, c'est-à-dire d'aller taper avec force et avec ampleur la pierre angulaire de l'appareil militaire russe, c'est-à-dire le gaz et le pétrole, notamment. Après, il est question de sanctions dans le système bancaire, mais l'enjeu majeur, c'est que soit sanctionné au maximum par différentes façons. Il y a la question de la fameuse flotte fantôme qui n'est en réalité pas si fantôme que ça, sauf à dire que lorsque l'on parle de la vétusté de ces navires et la dangerosité qu'ils représentent pour les mers d'une manière générale, mais en réalité, ils sont tous répertoriés, nom, adresse, etc. Donc, il y a tout ça qui est en jeu. C'est quelque chose qui est porté d'ailleurs beaucoup par la société civile ukrainienne. Je suis en contact avec beaucoup d'organisations, dont c'est le travail de plaidoyer pour aller expliquer à quel point c'est clé. Donc, si les alliés y vont, c'est-à-dire sanctionnent avec force, mettant encore plus de pression, c'est un problème pour Vladimir Poutine, parce que jusque-là, les sanctions, même si dans le discours, les Russes essayent toujours de minimiser et de dire que voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que l'économie tient, parce qu'elle est en économie de guerre, donc il y a quelque chose qui tient dans un temps donné, mais qui ne peut pas être une solution pérenne, ce n'est pas vrai. Donc ce qu'ils essayent de faire, et surtout ce qu'ils ont essayé de faire ces derniers mois avec l'administration Trump en la roulant dans la farine, c'est d'essayer de les faire lever. Alors donc, en revanche, il y a déjà des sanctions extraordinaires extraordinairement important pour les Ukrainiens, que soit enfin avec beaucoup plus forte. Alors un levier extraordinaire selon vous. En revanche, il y a déjà eu des sanctions, un lot de sanctions qui était censé effectivement mettre un peu un coup d'arrêt pour l'économie russe. Ronald Datto, qu'est-ce que ça a donné? Je pense que Aline a raison de dire que c'est difficile, je pense, d'évaluer correctement l'impact réel sur l'économie russe en général, mais parce que l'économie russe, elle est en état de guerre, mais on se souvient tous du piteux état de l'économie soviétique. L'Union soviétique ne produisait que des blindés, des chars d'assaut et pratiquement aucun bien de consommation. Donc, ma femme qui est roumaine, elle a connu Ceausescu. Il y avait des files d'attente devant les boucheries parce qu'il n'y avait pas de... Mais ce qui n'est pas le cas là quand on regarde l'économie russe, qui produit des chars, qui finalement, quand on regarde... C'est vrai que les Russes produisent énormément de chars en ce moment. Tout ça, ça fait peur. Je trouve que c'est inquiétant. Mais l'économie de la Russie n'est pas au meilleur de sa forme. Je ne vous dis pas que l'économie est sur le point de tomber. Il y a la notion de sanctions secondaires qui fait énormément peur. C'est-à-dire que là, les sanctions secondaires visent les Chinois, les Turcs, les pays tiers. Donc les alliés de Moscou. Voilà, tous les qui pays permettent de les contourner. Tout à fait. C'est là l'enjeu. Ça fait, je pense que ça fait davantage peur à Poutine que les sanctions directes imposées à la Russie.
Alors justement, on va écouter tout de suite Emmanuel Macron. Il a pris la parole un peu plus tôt aujourd'hui et lui aussi met en place, enfin en tout cas décide que de possibles sanctions pourraient avoir lieu. Écoutez. On a donné le cadre, les choses sont claires. J'ai pu hier parler avec le président Trump et avec le président Zelensky. Je crois que ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que vous avez un pays qui a été agressé il y a 10 ans puis il y a 3 ans, l'Ukraine. Il y a une proposition qui a été mise sur la table par les États-Unis, un cessez-le-feu immédiat, que les Européens ont soutenu en disant qu'il faut construire une paix durable avec donc derrière des garanties auxquelles on participe. Au mois de mars à Jeddah, le président ukrainien a dit « Je suis d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel ». Et hier, le président ukrainien a dit « Je suis d'accord pour une rencontre à Istanbul ». Ça fait 2 fois qu'il fait des grandes concessions. Il faut maintenant être raisonnables tous. Soit la Russie, M. Poutine, est sérieuse et veut la paix, soit elle n'est pas sérieuse et nous devons sanctionner encore davantage. Alors Elisabeth, on vient d'entendre un Emmanuel Macron finalement offensif et qui est prêt à de nouvelles sanctions. Comment vous interprétez ça ? Alors l'efficacité des sanctions, je laisse les spécialistes en juger. On n'a pas le sentiment que le Kremlin prend la menace très, très au sérieux et a peur, enfin en tout cas est impressionné par la menace de sanctions. Mais s'agissant d'Emmanuel Macron, ce qui me frappe, c'est que vous venez de l'entendre, il dit soit la Russie est sérieuse et veut la paix, soit elle n'est pas sérieuse. Et donc, nous devons sanctionner davantage. Or, le Kremlin, quelques instants plus tard, a repris ce mot de sérieux. Soit c'est une réponse directe à Emmanuel Macron, soit c'était un hasard, mais en tout cas, ça m'a frappé. Le Kremlin dit vouloir des négociations sérieuses pour aboutir à une paix à long terme. Sous-entendu, ce qu'on me soumet aujourd'hui sur la table du Kremlin, ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux, pourquoi ? Parce que ça vient des Occidentaux, ça vient et de Zelensky, qui est donc pour Vladimir Poutine, malheureusement, un être méprisable. Et donc, on a un Emmanuel Macron qui, lui, tente de battre le fer tant qu'il est chaud. Il a raison, parce qu'il a réussi quelque chose, et ça n'est pas du chauvinisme de dire ça, c'est qu'avec sa relation personnelle qu'il a développée depuis longtemps avec Donald Trump, sa relation personnelle avec Vladimir Zelensky, il n'est pas le seul, mais il l'a. Oui. Et également son entre-gens européen, on va dire ça comme ça, eh bien, il a réussi à participer avec d'autres, évidemment pas tout seul, grâce à Merz, l'Allemand aussi, ça a été extrêmement important, l'arrivée du chancelier allemand. Il a réussi à organiser cette réunion à Kiev, samedi, avec un soutien téléphonique de Trump. Et donc, il essaye aujourd'hui, évidemment, de maintenir cette présence occidentale, enfin européenne, pardon, qui, il y a quelques semaines encore, était exclue. Ce que redoutaient plus que tout les Européens, mais je parle sous le contrôle des spécialistes ici, c'est le tête-à-tête Moscou-Washington. Et tout d'un coup, les Occidentaux sont là. Vous avez vu comment Moscou a dit c'est pas sérieux. Il n'empêche qu'ils sont là. Et que Poutine est un peu obligé quand même de répondre, même en l'esquivant, à cette demande de cessez-le-feu de 30 jours avec les menaces occidentales européennes derrière. Mais après, ça dépend de Trump. Trump peut très bien dire finalement... on va se passer de vous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Emmanuel Macron, avec l'Allemand, avec le Polonais et avec le Britannique, a réussi quelque chose. Et quoi qu'il revienne aux affaires intérieures, ça, je reviens sur mon terrain naturel, demain soir, sur TF1, il peut annoncer des référendums pour les Français. Eh bien, il continue d'être sur ce terrain-là très actif. Alors, intéressant, on va voir tout de suite avec vous, Sergueï Parkhomenko, finalement, ces affirmations, voire peut-être un ton dur là d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est audible du côté du Kremlin ? Je crois que c'est audible, parce qu'il existe quand même une seule sorte des sanctions qui peuvent compter aujourd'hui, au bout de 3 ans, plus de 3 ans de la guerre, c'est l'augmentation des livraisons d'armes et de munitions à l'armée ukrainienne. Et s'il s'agit de ça sera très très important, parce que même si la Russie produit énormément de chars, comme c'était bien dit il y a quelques minutes, mais dans la situation actuelle, les chars, c'est quelque chose de pas très efficace. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est le progrès qui a fait l'armée ukrainienne et l'industrie ukrainienne qui produit énormément des drones. C'est la guerre de drones maintenant qui est beaucoup plus importante. Et ça peut compter. Et finalement, ce ton, ce durcissement de ton de l'Europe, ça dit déjà à la Russie que, en fait, elle risque
de voir plus de livraisons d'armes, plus de livraisons de munitions, des livraisons plus rapides, des livraisons, je dirais, plus osées de côté si pas des États-Unis, mais finalement, Trump, il a dégelé déjà, il a levé son interdiction de la livraison des armes et des munitions pour l'Ukraine. Mais voilà, la Russie risque d'en avoir plus à ce sujet, et là, ça sera très important. Je pense que, en fait, cet ultimatum à peu près prononcé, il a changé déjà quelque chose. Parce que depuis des années, la position de Russie consistait à ce que l'Ukraine n'existait pas comme un interlocuteur. Que la Russie n'a rien à parler, rien à discuter avec l'Ukraine parce que l'Ukraine n'est pas indépendante, l'Ukraine n'est pas souveraine, l'Ukraine c'est pas une puissance. Il faut parler avec ceux qui possèdent l'Ukraine, ceux qui dirigent, ceux qui manipulent l'Ukraine. Ça veut dire l'OTAN et les États-Unis. Maintenant, la Russie déjà est prête à parler avec l'Ukraine, ce qui est un grand changement quand même.